François Gabard est un skipper professionnel français, né le 23 mars 1983 à Saint-Michel en Charente. Il est également le fondateur et dirigeant de l'écurie de course au large, Mer Concept. Durant ses études, il était dans la section sport de haut niveau de l'INSA de Lyon, ce qui lui a permis de réaliser en parallèle de sa formation d'ingénieur une préparation olympique en tornado. Il a obtenu un diplôme de génie mécanique et développement en 2007. En 1997, à 14 ans, il obtient son premier titre de champion de France optimiste au Cap d'Agde. Il y en aura beaucoup d'autres dans différentes catégories. Jusqu'en 2010, où il est encore champion de France, mais de course au large en solitaire, et il finit aussi deuxième de la solitaire du Figaro, avec Massif. En 2008, François Gabard rejoint le programme Skipper Massif. Il participe à la Transat Jacques Vabre 2009 avec le skipper Quito de Pavan et termine second. Il termine à la deuxième place de la solitaire du Figaro en 2010, derrière Armel Lecléache. Le 31 décembre de la même année, il prend avec Michel Deschoyos le départ de la Barcelona World Race Tournadenne, 2001, à bord de Foncia 2. Ils courent sur un bateau issu du même moule que ce nouveau Foncia. Ils abandonnent le 26 janvier, en raison d'un dématage, alors qu'ils étaient en deuxième position. Donc le Audima, sous le renfort de Solène, qui est cassé. On va essayer de faire descendre tout à l'heure. Voilà. Et à 20 degrés, un peu plus à bord. Le 11 septembre 2011, il termine deuxième du trophée Clairefontaine, derrière Nicolas Charbonnier. La même année, il termine quatrième de la Transat Jacques Vabre 2011, en duo avec Sébastien Coll. Son palmarès s'étoffe course après course. Le 27 janvier 2013, au Sable d'Olonne, il remporte la 7e édition du Vendée Globe en établissant un nouveau record de la circumnavigation en solitaire, sans escale sur monocoque, en 78 jours, 2 heures et 16 minutes 40 secondes. Aux spectateurs qui sont sur les pontons. Ça y est, on la voit la ligne, elle est matérialisée. C'est bon. Voilà, c'est parti. Et on François entend Gabard derrière nous la clameur. François Gabard, Qui gagne le vainqueur Vendée Globe. officiellement bien de cette 7e édition du Vendée Globe. Alors, C'est la plus belle course qui puisse exister. C'est la plus belle aventure maritime de nos temps modernes. Et il a réussi un truc incroyable. On dit qu'il est souriant, mais regardez, il est quand même très ému. il y a des larmes. des larmes. Là, il y a l'alarme, il craque là. Là, il y a des larmes. Ça, c'est un grand moment. Compte tenu de l'investissement, de la préparation, vous pensiez à autre chose de possible que ça? Ah, je Pour pensais vous, pas à la victoire. Vous ne pensiez pas à la victoire? Non, ouais. je savais, comme je disais, je savais que c'était possible, ça pouvait arriver, que je ferais tout pour y arriver. Si jamais il y avait l'ombre, la possibilité, le petit toute trou. petite fenêtre pour y aller, je serais le premier à sauter dessus. Ouais. Par contre, je partais pas pour ça, je partais pour faire le tour du monde. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, partir d'un endroit, faire le tour du monde sur un bateau tout seul, naviguer dans les mers du Sud, ce qui est déjà à mes yeux exceptionnel. Ouais. Donc ça va. Et après, la victoire, c'était qu'un truc en plus. Mais en même temps, dans toute ma préparation, dans toute ma façon de préparer cette course, j'ai évidemment tout fait pour aller vers la victoire. Mais c'était pas du tout le seul objectif ou l'objectif principal. Sur le bateau Massif, il remporte ensuite la Route du Rhum 2014. Ils sont tous là, depuis les 40 pieds jusqu'aux ultimes, en passant par les multi-50 et les monocoques 60 pieds. La magie du Rhum, c'est cela, des marins venus de tous horizons. Thomas Coville, sur Sodebo, effectue un départ canon. Il veut remporter cette Route du Rhum. Hélas, après seulement quelques heures de course, il percute un cargo en pleine nuit. Manque de visibilité, manque de chance aussi. La casse est énorme, le rêve est brisé. Oui, il y a eu de la casse lors de cette première nuit. Abandon, retour au port. François Encoulevent a été élitreillé. Jean Galpion, lui, a heurté une bouée.
mais les gros bras, eux, sont passés. Le skipper de Banque Populaire peut enfin savourer sa victoire. Il décroche le rhum et le record de la course en 7 jours, 15 heures et 8 minutes, inespéré. Il y a 2 mois, je n'en rêvais pas. Perron, vainqueur en ultime, le marin de l'année, mais il ne faudrait pas pour autant oublier les autres catégories, les autres skippers. Les 60 pieds monocoques avec la victoire de François Gabard. C'est énorme, c'est juste énorme parce que voilà, c'est la route du Rhum et c'est pas rien et je me suis donné comme jamais je me suis donné je crois sur le bateau. Et je suis vraiment content quoi, je suis content du résultat, je suis content de la façon aussi, j'ai vraiment je me suis régalé, ça fait le projet il a été lancé il y a 4 ans. On a construit un bateau, on a fait un tour du monde et là on finit là c'est ma dernière nave avec le bateau. Et finir comme ça, je pouvais pas rêver mieux quoi. Et c'est vrai que cette chance de pouvoir faire des courses comme ça où pendant 10 jours tu es à fond tout seul sur le bateau avec tout ce que ça représente, la mise en scène est juste géniale pour se découvrir, apprendre plein de choses et ça je trouve ça génial et c'est vrai que la route du Rhum pour ça elle est belle. Dans la catégorie classe IMOCA et la Transat Jacques Vabre 2015 avec Pascal Bidégory, il gagne sur le magnifique trimaran massif en 12 jours, 17 heures, 29 minutes, 27 secondes. Encore un joli succès. Certains analystes estiment que ça peut peut-être être fait, avec notamment des machines comme votre magnifique bateau massif. En moins de 10 jours, vous pensez, vous aussi, pouvoir peut-être accrocher un nouveau record et passer sous la barre des 10 jours? Ce qui est sûr, c'est je vous coupe, il va répondre François, mais si Charles l'a fait, je pense qu'on peut le faire. Ah, petit message à Charles. C'est possible évidemment, parce que les bateaux vont de plus en plus vite. Ouais. Après, ça dépend de la météo tout simplement. Et donc là, c'est une course, on ne choisit pas la date de départ. On peut partir avec une mauvaise météo, en tout cas une météo qui ne permet pas forcément d'aller vite vers le Brésil. Donc voilà, nous l'objectif c'est pas de battre le temps de référence, c'est d'essayer d'arriver devant le deuxième si c'est possible, en tout cas avec le moins de bateaux possible. Devant le deuxième c'est bien. Voilà. Devant le deuxième c'est bien. Quel est votre objectif à plus long terme avec ce magnifique bateau? On le rappelle, 30 mètres de long, 23 de large, 35 mètres de haut. C'est une machine formidable, je crois qu'il vogue à 70-80 km/h. Oui, c'est un bateau qui peut aller très très vite. L'objectif c'est d'aller vite longtemps. Parce que donc à terme, ce qu'on veut faire, c'est un tour du monde en solitaire, sans escale, le plus rapidement possible. Voilà, c'est l'objectif de ce projet-là. Et donc il y a plein d'étapes pour arriver jusque-là, mais la vitesse est évidemment importante et il faut arriver à être capable d'avoir des vitesses très élevées pendant de nombreuses heures. C'est ce qui nous permet de faire un tour du monde le plus rapidement possible. Car au menu des navigateurs, une longue traversée de 5400 milles, direction Itajaí au Brésil. Une flotte emmenée par les ultimes, ces maxi trimarans. Suivi des IMOCA, 4 sont sortis des chantiers cette année, des machines nouvelle génération examinées à la loupe par les autres concurrents. Au-delà de l'aspect sportif, qui est effectivement l'objectif est de gagner cette course, il y a un aspect technologique hyper important, puisque à l'issue de cette course-là, on pourra faire un vrai bilan. En disant, voilà, les bateaux à foil, ça marche dans telles conditions, ça marche moins bien dans telles conditions, et est-ce que le bilan est positif, et est-ce que ça vaut le coup de franchir le pas technologiquement pour le prochain Vendée Globe. Génial, première impression, elles sont formidables parce que c'est la première course de ce trimaran massif et c'est sa première victoire. Vous pouvez pas rêver mieux, je crois que ce bateau il est extraordinaire, je l'aime déjà. Et voilà, et partager tout ça avec la Pascal, c'était mon moment fort.
En 2016, pour son passage en multicoque, il gagne la Transat anglaise à bord du trimaran massif, en 8 jours, 8 heures 54 minutes, 39 secondes. C'est son 4e succès majeur en 4 ans. Qui dit mieux? Un peu chaud ce départ. Jamais simple. Seul face à la mer, seul aussi devant la concurrence. À la tombée de la nuit hier soir, François Gabard franchit le pont de Verrazzano et fait son entrée à New York, en tête évidemment. Avec son maxi trimaran, il remporte en solitaire la Transat anglaise, partie de Plymouth en Angleterre 8 jours plus tôt. Bien. Le vent de la victoire semble souffler sans interruption sur le petit génie de la voile française et gonfle un palmarès déjà bien fourni. Vendée Globe en 2013, Route du Rhum en 2014, Transat Jacques Vabre en 2015. À chaque fois, Gabard est devant et les autres se bagarrent derrière, loin derrière. Ce qui se passe depuis quelques années, je suis super content de gagner ces courses, mais j'ai la chance de les faire déjà, de les vivre, et ça c'est ce que je retiens. J'ai la chance d'avoir un métier exceptionnel qui est dur, difficile, mais qui est aussi extraordinaire à plein de points de vue, et quand on arrive à le faire bien et à gagner des courses, parce que je suis un compétiteur, forcément la vie est plus jolie. À 33 ans, le skipper de Massif n'a pas encore de statut, mais prend déjà la pause. Dans la baie de Brooklyn, il profite de ces moments de liberté et de calme avant le prochain défi. Au mois de juin, il s'attaquera au record de la traversée de l'Atlantique. Le 17 décembre 2017, il pulvérise le record du Tour du monde en solitaire sur son trimaran de la classe ultime, en 42 jours, 16 heures 40 minutes 35 secondes, améliorant de plus de 6 jours le précédent record qu'avait établi Thomas Coville en 2016. Le 14 novembre précédent, alors qu'il est en mer depuis 10 jours, il devient le premier skipper solitaire à passer au-dessus de la barre des 800 milles nautiques en une seule journée, avec un total de 851 000, soit 1576 km en 24 heures. Alors, la bricole du jour, réparer cette bosse d'enrouleur. Vous voyez, elle est cassée, la plaque, donc on va aller mettre une plaque dessous pour que ce soit plus solide. Et à l'avant de ces bateaux, donc il y a ces pièces qui permettent d'enrouler les voiles d'avant. Et sous la violence des paquets de mer, elles se sont cassées, donc les protections sont parties. Et après, les plaques en carbone qui permettent de tenir le cordage autour de l'enrouleur et se sont cassées. Voilà, la nouvelle plaque neuve. Alors c'est pas très joli de ce côté, mais excusez pour le Sika. C'est ce côté qui est important. Ça a l'air de marcher. Nickel. C'est cool. L'histoire de la latte, je vois que la latte est cassée. Je sais pas depuis combien d'heures elle était cassée, mais je m'en rends compte. Je sais que j'ai quelques heures pour la réparer, parce que derrière ça va accélérer et ça sera plus possible. Une petite montée d'adrénaline, de l'action quand même pendant ces heures-là. Et du coup, derrière, tu dis voilà, c'est parti, et c'est vrai que là, ces sensations-là, elles sont assez géniales. C'est bon, le 3, ça va le faire. Allez, maintenant on risque à GV, c'est reparti. On est dans l'Indien, mais les choses compliquées commencent. Comme vous l'avez compris, là devant, il y a une grosse dépression qui arrive de Madagascar. Il y a des vents à plus de 50 nœuds, une mer de plus de 10 mètres. Et on ne peut pas passer avec le trimaran là-dedans. Donc on va essayer de faire le tour, on va essayer de ralentir un peu et essayer de faire le dos rond. C'est pas facile, ça fait depuis 12 jours, j'essaie d'aller à fond la caisse le plus vite possible. Et là il va falloir ralentir un petit peu, essayer d'être intelligent pour passer ça en souplesse, voilà. J'ai un petit coup de stress là.
Je suis au milieu de l'océan Indien. Il y a 35 nœuds de vent. Les batteries descendent comme normal à 25% pour lance une charge. Et il y a la génératrice qui démarre pas. Oh la vache. Tout de suite tu te fais les films, t'as plus rien, t'as plus d'énergie. T'es au milieu de l'océan Indien, sans pilote, dans 35 nœuds, 45 nœuds derrière. Putain. Ça joue en un quart d'heure quoi, et du coup, là tu te retrouves là-dedans, il faut que tu trouves une solution pour charger tout de suite. T'as encore le temps, parce que t'as encore un peu d'énergie pour éventuellement appeler ton équipe, mais après sinon c'est blackout. Le bateau sans énergie, on ne peut pas le maîtriser. Sans pilote automatique, on est bloqué à la barre, on est en solitaire. Alors tu peux être bloqué à la barre, tu peux te barrer 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais après qu'est-ce qui se passe quoi? En fait je pense avec les mouvements du bateau, il y a le réserve, ça c'est désamorcé. J'ai réussi à réamorcer, changer de réservoir. Et là c'est bon, c'est en train de charger là. Et là-dedans, dans ces larmes, il y a la fierté d'avoir réussi à gérer le problème et puis finalement à dire ça va le faire quoi. Et c'est ça la dureté, la difficulté d'un tour du monde, c'est que c'est une course par élimination, que cette élimination elle peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver du jour au lendemain, un dématage, un machin, quelque chose, tout va bien et 5 secondes après, c'est terminé. Pané. Un petit peu la panique là. La vache. C'est, je pense, pas très gros, mais il est pas loin. Heureusement il fait jour. Regardez devant. Oh la vache. On sait pas du tout en voir ici. C'était clair normalement. Oh putain. On va vite remonter un peu plus nord. J'ai eu peur, clairement. Un parce que ça m'a surpris. On s'y attendait pas, vraiment. Autant, même au début de l'Indien, à un moment donné, on sait qu'on passe pas loin d'une zone iceberg. Donc je suis vigilant, je regarde, on prend de la marge. À ce moment-là, il y a aucune détection de gros icebergs dans le coin. Il n'y en a aucun à des centaines de kilomètres. Et là, il y en a un qui est plus petit que ceux qu'on peut détecter, mais qui reste gros quand même. Donc j'essaie d'aller le plus possible pour éviter la zone de vent la plus forte. Il y a bien 5, 6, 7 mètres. Bon, je sais pas, c'est impressionnant. Aujourd'hui, je vais vous faire partager mon dernier coucher de soleil. Dernier coucher de soleil austral. C'est assez joli. Et le soleil il va se coucher mais quasiment pas parce qu'en fait on est à 58 degrés sud. Du coup il se couche là et il passe juste sous l'horizon en 3-4 heures. Il y aura toujours un peu de la lumière, surtout qu'on a la lune de l'autre côté. Donc ça va être une nuit noire. Ça va être des jolies lumières pendant quelques heures. On est toujours soulagé de passer le Cap Horn et de revenir vers des latitudes un peu plus connues et un peu plus chaudes. La nuit est en train de tomber, c'est l'heure de manger couscous ce soir. Ça va me réchauffer un petit peu. À Cap Horn, tu tournes à gauche, tu re-rentres dans quelque chose que tu connais mieux. Tu quittes ces mers du Sud où il n'y a pas d'assistance possible. À ce moment-là, tu sais que c'est la fin, tu sais que tu n'es pas si loin que ça, mais tu sais que ça va être difficile. Ouais, tu sais que cet Atlantique il va être délicat. Et voilà, on vient de passer l'équateur il y a quelques minutes. Et maintenant le gros chantier devant c'est le poteau noir.
vois, tu sens bien avec la fatigue, par exemple, que des fois tes gestes ils sont moins précis. T'es pas aussi agile, t'es pas aussi rapide qu'au début, quoi. Plus ça va, moins t'y arrives, quoi. Tu sens que ton cerveau, il gère l'oxygène, il lui manque un peu d'oxygène. On vient de passer 43 degrés nord, ce qui fait que la France est là. Et on arrivera dans pas si longtemps que ça, j'espère, jusqu'à Brest. Le petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. C'est un instant qu'il a vécu en pleine nuit à 2h45, lampe frontale vissée sur la tête et que François Gabard nous a fait partager. Thomas a battu le record un an avant. Et nous, on s'y préparait. Hein. On avait lancé un bateau, la construction d'un bateau en 2013. On a navigué sur ce bateau 2015 à 2017, donc avant le record. Et le trimaran massif. Le trimaran massif. Et on travaillait à ce moment-là sur une base d'un record qui était à 57 jours. Et un an avant de tenter le record, il y a Thomas qui pulvérise le record et qui l'améliore de 8 jours. Et là, on reprend les calculs, on essaye de voir si on a des chances de battre ce record. Et puis, il y avait un petit espoir, mais grosso modo, les chiffres étaient quand même assez formels, ça paraissait quasiment impossible. Il avait une fenêtre météo géniale, il avait super bien navigué. Et donc voilà, l'hiver 2016-2017, on se dit mais comment on va faire ? C'est quasiment impossible. Mais voilà, pas impossible. Il y a toujours un peu d'espoir, il y a toujours un petit quelque chose qui nous fait dire de toute façon, faut essayer, quoi. Si on tente pas, on saura pas. Et ce trimaran, tu l'avais conçu pour cette course-là, pour ce tour du monde-là, ce record ? Pour un tour du monde en solitaire. Et malgré tout, on s'est tout donné dans l'année 2017 pour essayer de continuer à développer ce bateau, essayer de gagner des pouillèmes par-ci par-là. Et finalement, le record de Thomas, la façon dont il a mis la barre si haute, ça nous a obligés quelque part à sortir un peu de notre zone de confort, de tenter des choses sur le bateau qu'on n'aurait probablement pas tenté s'il n'y avait pas eu ce record avant. Et puis voilà, et puis une fenêtre météo, novembre 2017, qui se présente. Pas simple, pas évidente, mais voilà, je fonce, on saute dedans. Et puis voilà, je fais un super tour du monde. J'avoue que c'était évidemment super difficile. Hein, je ne vais pas dire que c'est difficile de faire un record comme celui-là, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'en suis super fier. Voilà, réécouter ces sons, ça me met la chair de poule, quoi. J'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire en 2017. Et voilà, et aujourd'hui, 2 ans et quasiment 3 ans plus tard, c'est vrai que ce record est toujours là. Alors, il va être battu, j'en suis persuadé, parce qu'on a énormément progressé depuis sur nos bateaux. Mais voilà, pour le moment, il est toujours là et quelque part, j'en suis fier. Et c'était un super moment de bateau et de bateau à voile, ce tour du monde. On a vécu votre arrivée après 42 jours, 16 heures et 10 minutes en mer. Vous avez explosé le record du Tour du Monde en solitaire et sans escale. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de franchir la ligne d'arrivée ? Au moment de franchir la ligne, c'était assez spécial parce que la ligne, c'est la Manche entière, donc c'est entre le Cap Lizard en Angleterre et l'île d'Ouessant. Et j'ai franchi la ligne en pleine nuit au milieu de la Manche. Donc j'étais au milieu des cargos, des pêcheurs. Il faisait complètement noir et du coup c'était un côté assez irréel en fait. J'avais du mal à réaliser la ligne, c'était un trait sur mon ordinateur de navigation. C'était assez spécial en fait, j'étais tout seul au milieu de tout et rien et donc c'était assez étrange comme sensation. Ouais, vous dites que ça fait du bien de retrouver la civilisation. Est-ce qu'on n'a pas peur parfois au milieu de rien, quand il n'y a pas un humain autour, juste le bruit de l'eau et quelques oiseaux, la solitude ? C'est pas angoissant ça ? La solitude en soi ne m'angoisse pas, même si je me considère comme un être social j'essaye pas de fuir quelque chose en partant tout seul sur un bateau. En revanche, évidemment, l'isolement géographique, à un moment donné, amène un certain danger. Quand on va dans les mers du Sud, il y a des endroits où on est loin de tout. On est loin en fait de tout secours humain. C'est comme dans l'Himalaya, les gens qui vont gravir l'Everest, à partir d'une certaine altitude, à un moment donné, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et moi, c'était mon cas dans certaines périodes de ce tour du monde, où à un moment donné, les secours terrestres, les hélicoptères ne peuvent pas venir, les avions ne peuvent pas venir, et puis il n'y a personne en fait, tout simplement. Les animaux, l'être vivant le plus proche, c'est les pingouins en Antarctique.
et il n'y a personne. Et c'est vrai que forcément, bah, là, c'est pas le fait de... Enfin, c'est un fait, quoi. C'est qu'on est seul et que si jamais on a quelque chose, on a un problème, on a un souci, on peut pas appuyer sur un bouton et appeler, demander de l'aide. Et voilà, ça, forcément, c'est un peu engageant. En 2017, il ne faut pas oublier qu'il est aussi vainqueur en équipage de The Bridge en 8 jours 31 minutes 20 secondes, toujours à bord du trimaran Massif. Il gagne aussi en équipage l'Armen Race Uship à bord du trimaran Massif. Je sais que ça va être dur parce que la concurrence en ultime, elle est assez extraordinaire. C'est la première fois qu'il y a tous ces grands bateaux qui volent. Bonjour, bienvenue à bord du trimaran Massif. Voilà, on est dans la cabane, le jour vient de se lever. On est dans l'Alizé, ça avance pas mal. Pas mal de vagues, de mer. Et voilà, et on a toujours un petit peu d'avance sur Francis. 140 000 à quelque chose comme 1600 je crois de l'arrivée, donc va falloir tenir à fond la caisse. Allez, ciao, bonne journée. Sur cette route du Rhum qu'il mène tambour battant, l'arrivée sera terrible pour lui, mais la course reste la course. Battu au sprint, François Gabard, longtemps seul en tête, en dépit de 2 avaries importantes, voit revenir sur lui Francis Joyon alors qu'il aborde les côtes guadeloupéennes. Après les 1000 avalés à grande vitesse, les 2 skippers s'affrontent au ralenti, bord à bord, à 3 nœuds de moyenne, c'est la pétole. Un grand suspense au cœur de la nuit. Ce qu'a fait Francis, c'était super et que j'ai vécu des émotions à tout niveau jusqu'au bout et encore là même jusqu'à maintenant qui sont probablement aussi fortes que si j'avais gagné. Donc ouais, c'est une belle, très très belle seconde place et je suis super content. 6 heures de duel conclues sur un écart de 7 minutes et 8 secondes. À 62 ans, Francis Joyon, le vétéran de la course, remporte l'épreuve pour la première fois et établit un nouveau record. 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Première question, quelle saveur cette victoire? Alors la saveur du punch et du champagne, parce que je viens d'en boire un peu. Et c'est vrai que quand on a une victoire après avoir passé de nombreuses éditions, on la savoure d'autant plus. À 35 ans, pour François Gabard, le recordman du Tour du Monde en solitaire, cette 2e place, c'est aussi un premier échec. Les 3 derniers jours, c'était dur. Ouais, les 3 dernières heures, mais finalement les 3 dernières heures, c'était pas les pires. Ouais, franchement, le pire, c'était vraiment on va dire les 2 derniers jours. Depuis vendredi matin, là, vendredi après-midi, je sais plus. Où clairement, c'était assez frustrant parce que le bateau, je pouvais pas l'amener à ce que je connais de ce bateau-là, quoi. Donc c'est quand même hyper difficile parce que tu sais que tu peux pas faire ça et puis c'est comme ça en même temps. Tu fais au mieux avec ce que tu as. Je savais que Francis revenait et c'était quand même assez inéluctable, quoi. Et c'était dur à vivre parce que tu essayes de faire avancer le bateau mais tu n'y arrives pas. Enfin, tu peux pas de toute façon et t'as Francis qui revient et franchement ça a été dur parce qu'en plus c'est pas simple de naviguer avec le bateau dans la configuration telle qu'il était, c'était quand même assez stressant. J'ai quand même, y a un bord où il n'y a pas de safran, quoi. Il faut comprendre c'est que j'aurais pu m'arrêter en Espagne, quoi. J'ai quand même là dans les 48 premières heures de course, j'ai jamais eu autant d'avaries et de dégâts sur le bateau que sur l'ensemble du Tour du Monde l'an dernier, quoi. J'ai perdu un foil, j'ai perdu un safran, j'ai perdu le vérin qui permet de tenir la voile, la petite voile d'avant. Et tout ça dans la première nuit de course quasiment. Et mine de rien, c'est quand même sacrément compliqué de naviguer avec nos bateaux sans un safran, sans un foil. On peut le faire, je l'ai fait, mais forcément t'es pas à fond, quoi. On continue à avancer, prends la main, chacun fait.
Sans bateau, depuis la vente du trimaran Massif, et sans sponsor depuis le retrait surprise de Massif du circuit ultime en juin 2020, il a achevé la construction d'un nouveau maxi-trimaran très innovant, SVR Lazartigue, dans son écurie de course au large, Mer Concept, mise à l'eau en juillet 2021. Le maxi-trimaran naviguera-t-il sur l'Atlantique de Saint-Malo à la Guadeloupe le 6 novembre prochain ? Rien n'est moins sûr, le bateau de François Gabard, condensé d'innovations technologiques, n'a toujours pas été homologué par la classe ultime, une étape pourtant indispensable pour participer à la course. La sécurité est en jeu selon elle. La position des winches qui permet d'effectuer les manœuvres courantes sur les voiles ne serait pas conforme. Le skipper assure lui que son bateau répond à toutes les règles de sécurité. Il est prêt à aller jusqu'au bout. On espère évidemment qu'on va trouver dans les jours qui viennent une convergence sur cette règle, sur l'interprétation de cette règle. Mais si on n'y arrive pas, malheureusement, il faudra se battre en effet en justice. Et c'est absolument pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est naviguer et pouvoir se battre sur l'eau. Les organisateurs de la Route du Rhum communiqueront dans 5 jours la liste des bateaux retenus pour participer à la course. La justice a tranché. Le trimaran SVR Lazartigue est bien conforme et François Gabard pourra prendre le départ de la Route du Rhum le 6 novembre de Saint-Malo. Dans le long bras de fer engagé par 3 adversaires de la classe ultime, Caudrelier, Coville et Lecléache, le skipper a obtenu gain de cause auprès du tribunal judiciaire de Paris. Nœud du litige, la conformité architecturale du bateau et l'absence de cockpit posé sur le pont comme sur les autres ultimes. Sur le nouveau bateau bleu d'un marin qui depuis 2014 collectionne les victoires, une simple bulle à fleurs, un gain aérodynamique et un marin qui peut piloter et manœuvrer de l'intérieur pour davantage de sécurité. La victoire de Gabard devant la justice ne signifie pas pour autant la fin des remous. La classe ultime peut en effet faire appel de cette décision. Pourquoi on n'arrête pas de vouloir aller plus vite tout le temps ? C'est un vrai sujet. Et je suis le premier fautif, j'ai passé ma vie à essayer d'aller plus vite tout le temps que les autres, on est bien d'accord. Mais pourquoi faut-il attendre qu'on ait des cheveux blancs, vraisemblablement, quoique je les ai depuis longtemps, pour essayer de se dire que l'intérêt n'est pas d'aller dans la vitesse la plus rapide, qui va augmenter les risques, les coûts, et ainsi de suite. C'est le comparatif qui est intéressant. Ça ne dit rien de la course au large, faut surtout pas généraliser, une fois de plus. Surtout pas, c'est pas grave. Il y a tellement de... Une fois de plus, c'est pas la taille des bateaux qui fait que les bagarres sont les plus belles. Le 7 novembre 2021, il s'élance sur la Transat Jacques Vabre en double, avec Tom Laperche, avec son nouveau maxi-trimaran, SVR Lazartigue. À quelques heures du dénouement de cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe, le suspense est à son comble. Si Charles Caudrelier à bord de son maxi Edmond Rothschild mène la danse, les 2 trimarans volants de François Gabard et de Thomas Coville sont en embuscade, toujours en lice pour la victoire finale. Une fois encore, c'est le tour de l'île de la Guadeloupe qui sera le juge de paix. On est dans la visée. C'est toujours la bagarre, parce que l'écart n'est pas énorme avec le tour de la Guadeloupe devant. Jusqu'à la tête à l'anglais et jusqu'au tour de l'île, il reste encore plein de choses. Là, c'est un peu une course de vitesse pendant 24 heures. Le vainqueur est attendu dans la journée de mercredi devant le Memorial Act de Pointe-à-Pitre. C'est un monument de
de la course au large, du sport. L'accès au port de Saint-Malo est conditionné par le passage d'une écluse. Et il a fallu toute l'ingéniosité des services portuaires et la dextérité des marins pour faire entrer les ultimes larges de 23 mètres dans ce corridor étroit. Les marges de manœuvre et de sécurité sont faibles et ce sera, à chaque passage, un moment de concentration extrême pour réussir cette prouesse. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Envoi du signal préparatoire. Le préparatoire est le pavillon P. Et en ultime, on reste assez groupé à l'échelle, en tout cas de vitesse. Le tenant du titre, IDEC, qui est forcément un petit peu en retrait, il a un bateau qui a gagné 3 fois de suite la route du Rhum et qui est forcément un peu vieillissant. On parle de 20% moins vite, ou en tout cas les autres 20% plus rapides pour les bateaux de dernière génération, qui sont des bateaux volants, alors que IDEC, lui, est un bateau qu'on pourrait dire marin. Le parcours de la route du Rhum destination Guadeloupe n'a pas changé depuis 1978. Un départ en novembre de Saint-Malo avec une ligne mouillée face à la pointe du Groin et un premier bord obligatoire pour aller virer la bouée CIC face au Cap Fréhel avant de quitter la Manche dans la première nuit. Il faut traverser le golfe de Gascogne, ne pas se faire piéger par l'anticyclone des Açores et accrocher les régimes d'Alizé pour filer vers les Antilles et contourner la Guadeloupe par le nord, laisser la bouée de Basse-Terre à tribord avant de finir à Pointe-à-Pitre, 3542 milles nautiques entre ces deux ports, soit près de 7000 km à la seule force du vent. Jeudi après-midi, après 24 heures de mer à un rythme très soutenu, alors qu'il est dans le trio de tête de la course au début de la descente du golfe de Gascogne, Armel Lecléache se déroute vers l'Orient. Son bateau est endommagé et ne lui permet pas de continuer. Il repart en mer après 36 heures de réparation. Devant, la bataille est encore montée en intensité dans l'Atlantique. Caudrelier, Gabard et Coville se livrent à un combat de titans. On est entre le Portugal et les Açores, grosso modo. Et on a eu un grand ciel bleu là tout à l'heure. Et là, comme vous le voyez avec les petites images de dehors, ça se couvre un peu. Il y a toujours pas mal de mer, mais vous savez, à la caméra, ça ne sent jamais la mer. Et on va aller dans une zone sans vent. Et on va essayer de la traverser au plus vite. Toujours face au vent dans une mer formée, après 2 passages de front musclés, le franchissement de l'archipel des Açores occasionne de nombreuses manœuvres pour ajuster les trajectoires. La lutte des virements de bord est acharnée afin d'utiliser chaque souffle de vent dans cette zone de transition. Gabard revient à une trentaine de milles, Caudrelier parvient à défendre son leadership, mais c'est au prix d'une énorme débauche d'énergie, d'un engagement total et de grandes prises de risques. De Charles Caudrelier, vainqueur donc de cette route du Rhum en un temps express. C'est au bout de lui-même et on ne le voit pas trop fatigué là, Charles. Non, il s'est refait de la cerise là, sur les dernières 24 heures, visiblement. On voit que c'est un grand sportif très bien préparé et qui a dû magnifiquement gérer son rythme, parce qu'effectivement son visage montre à peine des signes de fatigue, malgré ce qu'il a vécu. Charles, vous êtes un homme fatigué mais heureux qui vient de réaliser un rêve d'enfant aujourd'hui. Ouais, je suis même pas fatigué. En fait, étonnamment, la course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à trouver mon rythme. Les premières 24 heures ont été dures, et après, je suis rentré dans... Et puis j'avais tellement la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de cette équipe, de ce bateau, de personnel. C'est vrai que moi, j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi. Et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, il y a 3 ans, on m'a offert ce rêve-là, et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu, quoi. C'est... On a pas mal vibré, ouais, parce que c'était une belle route du Rhum. Encore une fois, c'était intense, ça s'est bien enchaîné. Il y a eu, une belle régate, une belle course, et
Et ouais, non, c'était génial et jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est un peu la folie et Ouais, ce qui est génial sur cette course, c'est il se passe toujours des choses. Et là, c'était serré. On a bien joué avec Thomas aussi qui avance là, qui arrive dans quelques heures. Et je me suis bien fait plaisir. Et ça, c'était vraiment chouette. Et on a pris... Ouais, non, c'était vraiment chouette jusqu'au bout. Ouais. Quel goût elle a cette deuxième place. J'ai eu un peu peur au moment où ça a cassé. Je me suis dit, ah non, pas comme la dernière fois. Je vais pas passer la moitié de la traversée atlantique avec le bateau. Parce que c'est terrible, hein, le bateau, quand il a plus de foil. Enfin, le foil est remonté, tu vas moins vite. Et c'est la vie, hein, mais c'est vrai que ça avait été la plus grosse frustration que j'ai eue il y a 4 ans. C'est de ne pas pouvoir sentir le bateau vibrer et exprimer son potentiel. Ça a été la chose la plus dure. Et là, je m'étais dit, oh non, pas ça. Et donc, j'ai perdu du temps, ça m'a ralenti, mais après, j'ai pu repartir. Et c'était chouette parce que, pareil, je pense que ce bateau méritait de vivre une roue du Rhum. Ça arrive, il y a encore de la casse, il y a encore plein de choses à faire. En avril 2023, François Gabard annonce mettre en pause sa carrière en solitaire pour se concentrer sur la navigation en équipage et passe le relais à Tom Laperche pour les prochaines courses en solitaire sur le maxi trimaran SVR Lazartigue. Non, je pense que c'est pas une lassitude, je pense que c'est une évolution. Peut-être encore une fois, j'utilise le mot exploration, essayer d'explorer un peu les facettes que nous ouvre notre métier. Et peut-être aussi l'opportunité quelque part d'avoir aujourd'hui avec Tom un marin juste extraordinaire qui, je sais, amènera une performance pour le projet, pour le trimaran SVR Lazartigue qui est évidente. Et donc ça, c'est une chance de pouvoir s'appuyer sur l'équipe que j'ai autour de moi, qu'on a autour de nous à terre, mais aussi des marins exceptionnels et dont Tom qui est quand même un marin avec un potentiel énorme, un talent extraordinaire, et de pouvoir accompagner un talent comme celui de Tom, c'est un vrai plaisir et c'est justement quelque chose de nouveau et qui amène une nouvelle dynamique que je trouve passionnante. Tom Laperche dispute actuellement, en janvier 2024, la course autour du monde en solitaire en ultime. Tom, on va commencer par l'enfance. Est-ce que tu peux nous dire où tu es né, où tu as grandi, comment ça s'est passé ton enfance? Ouais, moi j'ai grandi en Bretagne Sud, à Saint-Philibert, donc le long de la rivière de la Trinité-sur-Mer. Moi je suis fasciné par ce qu'il fait, l'équipe qu'il a, le trimaran qu'il a à ce moment-là. Je pense qu'il comprend assez vite dans quel état d'esprit je suis, ou en tout cas ce que je vis c'est assez proche de ce qu'il a vécu à peu près 10 ans avant, passer ses examens, aller faire un week-end de régate, retourner à l'école, préparer un petit kata de course. Le tour du monde, elle vient très tôt, elle vient au moment où on commence à discuter, de faire une première tournoi de Jacques Vabre en double, et de l'éventualité, pourquoi pas, si ça se passe bien, si je le sens, que ce soit moi qui fasse le tour du monde dans 2 ans. Tom Laperche. Qui se fait offrir de la viande des grisons par l'un des frères Ravussin. Absolument, et là on le voit fondre en larmes. C'est vrai que ces moments, ils sont incroyables. Vous qui avez pris plusieurs départs de course, vous en avez vécu des moments comme ça, Loïc? Là c'est souvent la même chose. Alors là c'était bien fait, je trouve. Il y avait cette allée naturelle et puis c'est des moments de partage intéressants. Et il est vrai que, quelle que soit la distance d'ailleurs, c'est vrai que sur un départ de Roue du Rhum qui va durer, qui dure en général beaucoup moins longtemps, bon, un tour du monde, c'est pas anodin, une fois de plus. Ils savent et on sait tous qu'ils partent pour une aventure assez extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est assez chargé d'émotions pour tout le monde, c'est génial. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Effectivement, personne n'a franchi la ligne avant l'heure. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et le premier? Le premier à franchir, c'est celui qui est un peu au-dessus, là. Et avec 10 secondes de retard à peine, c'était vachement bien géré. Sincèrement, c'est bien fait. En solitaire, avec cette taille de voile, c'est pas facile de juger de l'accélération du bateau. Alors, on est un peu loin en image. Peut-être se rapprocher. Voilà, on va les voir on a beaucoup Bob mieux. qui est le mieux placé pour l'instant. Vous voyez, Bob Populaire qui est sous le vent, comme le disait Franck.
Et puis certainement SVR qui a franchi la ligne en premier. Donc il est arrivé en dernier à Brest, mais il franchit la ligne en premier. Alors, j'étais co-skipper avec Tom sur les courses en double jusqu'au départ de l'Arca Ultimate Challenge. Du coup, skipper de remplacement avant le départ. Heureusement, tout s'est bien passé pour Tom et il a pu partir dans des bonnes conditions. Là, du coup, j'ai un rôle un peu central, pivot dans l'équipe du trimaran. Il y a Cécile Andrieux qui est team manager. Moi, je suis en jonction un peu entre Cécile et l'équipe, puisque de toute façon cette équipe-là elle se débrouille très bien sans moi, puisque des fois je suis de l'autre côté sur l'eau. Donc voilà, j'essaie juste d'apporter un petit plus vu que je suis là, tant qu'à faire. Non, c'est un début de course assez incroyable. On a vraiment eu un départ fabuleux, des premiers jours de course en régate. Là, on est évidemment, nous, avec l'équipe, très très heureux et très très fiers de ce qu'a pu faire Tom. La position du trimaran SVR Lazartigue aujourd'hui, c'est assez incroyable. Au bout de 10 jours de course, il était en tête ce matin, là il est tout près de la tête et voilà, il est en train de partir à fond la caisse dans les mers du Sud, donc on en est très fiers. Voilà, ils sont aux approches des 40e rugissants, ils sont déjà dans des vitesses assez incroyables. Je pense voilà, il y a l'entrée dans les mers du Sud. Et oui, c'est quelque chose de très symbolique, mais quelque chose de très fort, parce que c'est les mers du Sud, on n'y va pas tous les jours dans la vie d'un marin. C'est un endroit du monde qui est incroyable, c'est une chance d'y aller, et donc voilà, et ils savent que pendant 2, 3, 4 semaines, là, ils vont naviguer dans ces coins du monde qui sont à la fois fabuleux pour glisser, pour aller vite, qui sont aussi assez parfois inhospitaliers ou dangereux, donc c'est un endroit qui est assez incroyable, et qui se termine par un autre cap, très symbolique lui aussi évidemment, c'est le Cap Horn dans quelques semaines. Je pense pas de grande surprise si ce n'est évidemment l'arrêt technique de Banque Populaire qui l'a fait rétrograder au classement, mais la course est encore très très longue, il va se passer plein de choses, donc voilà, il faut attendre et il faut rester concentré surtout et essayer de bien naviguer jusqu'au bout. Souvent ce que je dis à Fun, voilà, éclatez-vous parce que c'est incroyable ce que vous faites et prenez un max de plaisir et puis évidemment take care, prenez soin de vous aussi, prenez soin du bateau parce qu'on veut vous voir revenir le plus vite possible et avec un bateau en bon état et des marins avec le sourire. On naviguait retour sur les événements de la nuit. Là. Ce matin on naviguait toute la nuit, ça avait plutôt bien marché, je me reposais, j'avais réussi à trouver des configurations de voile et de réglages qui faisaient que on allait ni trop vite ni trop doucement, quoi. Les moyennes étaient bien et puis avec des intervalles de vitesse qu'on aime bien autour de 35 nœuds et en fin de nuit je refais une petite sieste et je commence à m'allonger et quelques minutes après je suis en un énorme choc, donc je dormais au milieu du cockpit, donc j'ai avancé d'1 mètre à peu près et tout de suite un fracas énorme. Du coup il y a énormément d'eau qui rentre dans la coque centrale. En une fraction de seconde, tu as toutes les alarmes qui sonnent et c'est difficile de savoir jusqu'où il y a de l'eau et qu'est-ce qui est atteint ou pas. Et donc j'arrive à aller voir sur le pont, comprendre que la dérive elle est inclinée dans le puits et dans une position qui est anormale. Notre dérive c'est la grande pièce qui est au milieu de la coque centrale qui est normalement verticale et là en tapant quelque chose par l'avant elle s'est inclinée et du coup reculer et déchirer une partie de la coque centrale, donc on a de l'eau, une voie d'eau. Et si j'ouvre la trappe, là c'est là où c'est hyper impressionnant. Donc sûr qu'il y a de l'eau jusqu'au niveau de la flottaison et en dessous là où c'est clair, c'est que le fond de coque est ouvert et déchiré. C'est quelque chose assez fort au niveau de la dérive, ça c'est pas une nouvelle, vous êtes au courant. Tom il va bien. En tout cas physiquement il s'est pas fait mal, etc. Forcément il est un peu dégoûté, ce qui est tout à fait normal comme nous tous. C'est un coup dur pour nous tous et c'est un vrai coup dur pour lui. Donc je pense qu'il va aussi falloir qu'on trouve des ressorts de motivation et d'encouragement pour les prochains jours et quelle que soit l'une des 3 options qu'on choisit. On n'a pas non plus à rougir de ce qui s'est passé depuis 6 semaines et de ce que Tom a fait sur l'eau là ces 10 derniers jours. Il y a le vent qui descend de Table Mountain, donc ça accélère en descendant la montagne et c'est pile poil dans l'axe de l'entrée du port. Donc pour l'instant l'entrée du port n'est pas praticable, il y a trop de rafales, des rafales à 70 nœuds dans le port. L'image est plutôt belle, c'est pas ce qu'on aurait préféré et envisagé, mais voilà, on en est là, le bateau est là, on commence à
à le préparer pour être prêt pour le sortir de l'eau et avoir une vraie inspection précise des dégâts et de ce qui est envisageable en réparation, rapatriement. À cette heure-ci, mardi midi, tout est encore possible en termes de solutions. Je suis avec l'équipe, des gens que j'aime, il y a une bonne amitié et on avance, on fait les choses les unes après les autres et c'est concret. Et d'un autre côté, j'ai toujours dans ma tête ce crash.